Combien nous sommes en guerre? Ah oui, ça y est, j'entends siffler le micro. Nous sommes en guerre depuis déjà quelques temps, hein, c'est pas nouveau. Et c'était à propos du Covid, quand vous avez attendu Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, en Russie-Ukraine et surtout au Proche-Orient, où effectivement depuis une semaine, 2 semaines, l'enchaînement des événements se fait extrêmement fort dans diverses directions et surtout dans une espèce de force centrifuge qui est en train de partir dans tous les sens. Comment, pourquoi, on va essayer de décrypter cela avec Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Du Yémen en Syrie, en passant par Gaza, le Sud-Liban, Beyrouth et autres, jusqu'où? On en parle immédiatement. Mais auparavant, et vous allez entendre aussi effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui, cet hommage à Philippine, vous savez, cette adolescente de 19 ans qui a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne, victime d'un OQTF, de quelqu'un frappé d'une obligation de quitter le territoire français. Ne riez pas tous à la fois, ne ricanez pas tous à la fois, qui a été interrompu. Voilà, cet hommage, ces minutes de silence, on va en parler. Et puis en seconde partie, on va avoir un témoin exceptionnel et un document exceptionnel. C'est le dernier Monsieur France-Afrique, Robert Bourgi. Bon, Robert Bourgi a écrit ses mémoires. Et ses mémoires s'appellent « Ils savent que je sais tout ». Et il raconte, comme personne n'a raconté publiquement, ce qui se passait entre les chefs d'État africains et les chefs d'État français pendant 40 ans. C'est absolument hallucinant. On écoutera ça en seconde partie d'émission. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe effectivement au Moyen-Orient? La donne a changé. Comment? Les plaques tectoniques ont bougé. De quelle façon? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Ouais, Brassens, hein. Ça date d'il y a 50 ans, on aimerait effectivement, moi mon colon, ce que je préfère, c'est la guerre 14-18. Oui, mais c'était il y a 110 ans, ça, hein. C'est plus le cas. Je ne sais pas ce que dirait Brassens aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il préférerait, mais il se passe quand même des choses tout à fait à la fois fascinantes, préoccupantes, angoissantes. Chacun peut prendre son adjectif là-dessus au Proche-Orient. Vous savez, le 7 octobre, il y a presque un an de cela, c'était la sidération, l'attaque du Hamas sur les kibboutz israéliens, et puis il y a eu la riposte israélienne sur Gaza, la riposte massive, avec tout ce qui s'est passé, avec son relais de morts, de blessés, etc. Et puis, on se disait, on était encore dans la sidération, on regardait, c'était une guerre d'attrition, et puis tout d'un coup, il y a les beepers, il y a les walkie-talkies, il y a l'attaque contre le Hezbollah, il y a ce qui s'est passé d'ailleurs avant en Iran avec Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, tué en plein Téhéran, et puis après, évidemment, l'élimination de Hassan Nasrallah, l'élimination de la tête du Hezbollah, après toutes les communications qui ont été arrêtées. Il y a quelque chose qui se passe et qui est absolument le multifront jusqu'à hier, encore une fois, à 2000 km, les avions israéliens qui sont allés bombarder, c'est pas la première fois, le port de Hodeïda au Yémen, vis-à-vis des Houthis, évidemment, qui avaient envoyé un missile sur Tel Aviv. Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que, au fond, on a, avec ce qui se passe là depuis 2 semaines, on a changé de registre, on a changé de mode? C'est une guerre qui se poursuit depuis 80 ans et même 100 ans, mais est-ce qu'on a changé de paradigme?
Oui, parce qu'on est passé d'une situation où Benjamin Netanyahou essayait de poursuivre la guerre à Gaza, à la fois pour laver l'affront et les morts du 7 octobre, mais également pour sauver sa peau sur un plan de politique intérieure et des poursuites. Là, on est rentré dans une deuxième logique où les Israéliens se rendent compte que finalement l'opération de Gaza n'est pas un tel succès qu'ils l'espéraient. Leur réaction a été disproportionnée, même si, encore une fois, il faut condamner avec la plus grande fermeté les attentats du 7 octobre. Et donc, il a commencé à s'aliéner toute une série d'États occidentaux et surtout d'opinions publiques occidentales, parce que là, les gouvernements soutiennent encore Israël et on voit une évolution très nette des opinions publiques. À partir de ce moment-là, ils se rendent compte aussi que Israël rentre dans une guerre d'attrition, qu'il va avoir des difficultés à gagner, les adversaires de l'État hébreu aujourd'hui ressortent encore plus virulents contre lui, et donc il décide de jouer son va-tout, le tout pour le tout, de déclencher des opérations tous azimuts, en espérant que si ça déclenche en retour une agression entre guillemets de l'Iran ou du Hezbollah ou d'autres mouvements, eh bien l'État hébreu sera en situation de survie et donc naturellement les Occidentaux empêcheront sa disparition. Donc nous sommes vraiment avec un homme qui joue avec le feu, qui d'une certaine manière a regagné du soutien populaire en déclenchant les opérations contre le Hezbollah, parce que c'est bien sûr un des adversaires héréditaires d'Israël, mais comment le Hezbollah aurait pu ne pas réagir à ce qui se passe à Gaza, encore une fois, où la population civile est prise pour cible d'une manière tout à fait anormale, où les dommages collatéraux sont à peine pris en compte. Donc on est dans une spirale infernale dont il n'y a qu'un seul responsable, il faut le dire aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou, avec ce paradoxe qui est finalement très très fort, c'est que Israël est une démocratie, les manifestations dans la rue le montrent tous les jours, bien la liberté sûr. De la presse, la contestation, mais Israël est aujourd'hui dirigé par un gouvernement d'extrémistes, aussi bien politiques que fondamentalistes religieux, c'est au sens propre ce que l'on dénonce en France, les gouvernements d'extrême droite, et puis Israël et le gouvernement Netanyahou notamment est dans une espèce de superbe égoïsme, peu importe ce qui va se passer après, il tire parti de la situation pour frapper tous ses adversaires, quand bien même ça déclencherait une conflagration régionale. Oui, mais alors, Éric Delessé, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques nuances à apporter à cela, parce que vous faites porter la responsabilité entièrement sur Israël. Quand même, le contexte global, vous savez très bien ce que disait Ahmadinejad, ce que disait Hezbollah. En fait, le problème, vous dites en état de survie, mais le problème, c'est que de Hamas à ailleurs, ces gens-là ne vous disaient qu'une chose, il faut qu'Israël soit éradiqué. Regardez ce qu'on dit ici comme ailleurs, from the river to the sea, Palestine will be free. Vous savez très bien que, et vous êtes très bien placé pour le savoir, que le non-dit, que ce soit du Hezbollah, que ce soit du Hamas et d'autres, je parle d'un certain nombre de gens, non pas des peuples, eh bien ils disent, attendez, il n'y a pas un pouce de terre qui doit rester israélien. Là, c'est le Moyen-Orient arabe, même dans cette espèce de poche qui fait 2 départements, il faut les supprimer. Donc, je ne dis pas ça pour excuser, loin de là, la politique de Netanyahou. Je dis simplement qu'à partir du moment où ils entendent du matin au soir qu'il faut les éliminer, et évidemment, ils sont en position de jouer. Et évidemment que Netanyahou manœuvre là-dessus, en disant, mais attendez, la survie, on est en état de survie. Et ce qui m'étonne quand même, et c'est ça que je vous demandais du point de vue renseignement, comment il se fait que le Hezbollah, quand même, qui est beaucoup plus fort que le Hamas, enfin qui a une puissance, comme vous le savez, décuplée sur le Hamas, s'est laissé comme ça piéger d'abord par l'histoire des beepers, par ceci, et par surtout le Hassan Nasrallah, qui justement, qui jouissait d'un prestige par son inexpugnabilité, on disait il est inatteignable. Donc en fait, 2 questions. Première question, est-ce que quand on entend des discours d'éradication permanente, on en profite, hein. Je dis pas qu'il y a les angelots d'un côté et les méchants de l'autre, loin de là, mais on en profite, si vous voulez, pour dire voilà, on est en situation de survie, il faut se battre. Et deuxièmement, ce qui est tout à fait frappant, c'est quand même le silence absolu, ou presque le silence assourdissant, non seulement des opinions publiques, mais des gouvernements arabes, dans leur quasi-totalité. Ils font des petites protestations, mais il n'y a rien. Je voudrais avoir votre éclairage sur cette question.
Alors, vous avez raison de soulever ce point. Et sur votre première question, la responsabilité d'Israël, moi j'insiste sur un point. Il y a une responsabilité écrasante de Netanyahou. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait ça. Le contexte n'a guère changé. Je veux dire, il y a très longtemps que le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique palestinien disent nous voulons expulser les Israéliens de ces terres et les reconquérir. Donc c'est pas une nouveauté. L'Occident a toujours insisté sur le fait que nous défendrons l'État hébreu et c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Mais maintenant, que ce soit Yitzhak Rabin ou même certains de ses successeurs, ne sont jamais rentrés dans des provocations et n'ont jamais jeté de l'huile sur le feu comme on le voit aujourd'hui. Revenons sur le 7 octobre. Ces attentats sont absolument inqualifiables, inhumains. Mais la disproportion de la réaction israélienne est aussi assez sidérante, surtout de la part d'un peuple qui a connu la Shoah. Donc ça, c'est le premier point. Et s'il y a tant de contestations en interne contre Netanyahou, y compris avec des gens du Shin Bet, du Mossad et autres qui s'opposent à sa politique, c'est donc qu'il y a bien un problème qui est lié à Netanyahou et à son gouvernement. Et donc, c'est pas la responsabilité d'Israël en tant qu'État, c'est vraiment la responsabilité aujourd'hui de Netanyahou. Sur le second point, alors je dirais malheureusement, plus on rentre dans une logique forte de conflit, plus le discours du Hamas qui va renaître obligatoirement du Hezbollah sera radical et donc cette violence ne résout aucun problème. Sur le deuxième point, il faut reconnaître que techniquement, les services israéliens sont excellents. Alors, pour une raison simple, ils vivent avec le couteau sous la gorge depuis 1948. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur et à chaque fois qu'ils font un faux pas, on l'a vu lors de la guerre du Kippour, on l'a vu lors des événements du 7 octobre, ça leur coûte extrêmement cher. Donc, leurs services sont très performants. Ils ont la chance de disposer d'une diaspora qui leur permet de faire des infiltrations avec des individus qui parlent beaucoup de langues, qui présentent tous les faciès qu'il faut pour travailler dans des pays arabes, dans des pays occidentaux. Ce sont de vrais grands professionnels. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, il faut le reconnaître. Et les opérations qui ont eu lieu ces dernières semaines contre le Hezbollah sont des opérations magistrales. Ce sont des coups d'État, des coups de maître en matière de renseignement. La question, c'est comment est-ce que le Hezbollah a pu être aussi naïf ou aussi facilement infiltré. C'est effectivement la question. C'est la question que je vous posais parce qu'on est tous étonnés, parce que on veut bien que les Israéliens, c'est vrai ce que vous dites, est tout à fait vrai. Bon, et comme vous dites, ils ont le couteau sur la gorge depuis 48. Enfin, leurs services de renseignement sont très bons, on le sait. Mais comment ça se fait que de l'autre côté, alors qu'ils les connaissent aussi, les Iraniens ne sont pas des idiots, le Hezbollah non plus. Enfin, comment ça se fait qu'ils étaient aussi, apparemment désarmés, ou en tout cas où il y avait autant de talons d'Achille. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que par période, il y a toujours un service qui domine les débats. Et pendant la guerre froide, par exemple, les soviétiques disaient que nous avons les conditions favorables, puisque le communisme était très en vogue et ils pouvaient infiltrer, ils l'ont fait très largement, tous les pays occidentaux, malgré l'excellence des services de contre-espionnage des pays de l'OTAN. Il y a aussi une forme de disproportion des compétences et des forces en matière de renseignement au Moyen-Orient avec l'excellence des services israéliens. On observe cependant que depuis une dizaine d'années, beaucoup de réseaux liés au Mossad ont été démantelés, aussi bien en Turquie, bien sûr beaucoup au Liban, mais dans les autres pays voisins également. Et l'essentiel du renseignement aujourd'hui se fait par des moyens techniques, comme l'a montré cette opération des beepers et des talkie-walkie. C'est-à-dire que voilà, c'est une opération magistrale parce que les Israéliens travaillent en permanence sur les failles d'un service adverse. Ils y réussissent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas des tentatives similaires, bien qu'elles soient beaucoup moins réussies. Notamment de la part des Iraniens qui cherchent et qui ont parfois recruté des hommes d'affaires israéliens pour obtenir du renseignement. Mais ceci dit, encore une fois, la communauté israélienne ou la communauté juive partout dans le monde est beaucoup plus difficile à infiltrer que ne le sont les communautés arabes. Et voilà, c'est toujours surprenant de voir une société fermée comme le Hezbollah ou le Hamas se faire piéger d'une telle façon. Et alors justement, Éric Délaissé, il n'y a pas aussi, vous parlez de la diaspora, effectivement, du côté israélien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du côté du Liban, que vous connaissez, que je connais bien aussi, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population, comme une partie de la population iranienne, qui pourrait avoir aidé, effectivement, par hostilité envers le Hezbollah? On sait très bien, au Liban, il y a beaucoup de pro-Hezbollah, il y a aussi beaucoup d'anti-Hezbollah.
mais qui ne parle pas, parce que vous savez très bien l'armée libanaise, ce qu'elle pèse face à l'armée du Hezbollah. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, objectivement, enfin entre guillemets, auraient aussi aidé et contribué? C'est-à-dire que je veux dire qu'il n'y a pas que les Israéliens qui aident le Mossad ou la diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des Libanais ou même des Iraniens? Je vous pose la question. Si. Bien sûr, parce que ces sociétés sont beaucoup moins homogènes d'une certaine façon que la société israélienne, donc c'est plus facile pour eux de recruter. Mais encore une fois, les Libanais peuvent servir ce qu'on appelle d'agents d'accès pour essayer d'identifier où se trouvent les bâtiments du Hezbollah. Mais une fois qu'on veut rentrer dans la structure, ce qu'on appelle la structure utile du Hezbollah lui-même, et qu'on veut savoir où est-ce qu'ils achètent leurs beepers, qui est le responsable des achats, quels sont les types de matériel dont ils ont besoin, qui a donné les ordres, il faut vraiment rentrer dans le dur, dans la structure adverse. Donc là, on revient sur un travail de renseignement sur lequel on travaille sur l'ennemi, on ne travaille pas sur des gens extérieurs au système qui peuvent vous permettre de commencer à dessiner le paysage pour après trouver où sont les bonnes portes d'entrée. Mais une fois qu'on est devant la porte d'entrée, il faut vraiment l'enfoncer, l'enfoncer et recruter quelqu'un qui est votre adversaire et qui n'est pas un opposant au Hezbollah, au Liban ou au régime iranien et qui peut donner des informations. Donc c'est cette étape supplémentaire qui a été le grand succès des Israéliens sur ces dernières opérations. Et alors Éric Denessé, sans faire de prophétie, etc., mais quand même en matière de renseignement, vous y connaissez. Quid, est-ce que vous pensez qu'il y aura, en tout cas à court terme ou à moyen terme, est-ce qu'il ne peut pas ne pas y avoir une réaction de l'Iran? Est-ce qu'ils peuvent s'en tenir au statu quo et faire des discours? Ou est-ce que vous pensez que la situation ne peut que, en l'état, s'aggraver et qu'on va vers quelque chose qui sera encore de plus grande dimension, à votre avis? L'Iran se trouve un peu dans un piège cornélien ces derniers jours parce que effectivement depuis plusieurs semaines, voire depuis quelques mois, on voit qu'ils essaient par tous les moyens de ne pas tomber dans le piège israélien, de ne pas rentrer dans une logique de conflit, ce que Netanyahou cherche à provoquer, bien sûr, pour éventuellement aller taper Téhéran et les usines qui fabriquent, qui servent à la fabrication du nucléaire, d'armes nucléaires. Du nucléaire. Les Américains, par certains côtés, seraient tout à fait prêts à participer à ces opérations. Donc la marge de manœuvre du régime de Téhéran est extrêmement étroite. Là, le fait que le Hezbollah ait été touché de cette manière, alors que c'est vraiment leur, le premier mouvement qu'ils soutiennent, qui est très très proche d'eux, les met encore dans une situation plus difficile. C'est-à-dire que s'ils ne soutiennent pas le Hezbollah, ils évitent probablement une guerre, avec le risque de perdre la face, d'une certaine manière. Et s'ils rentrent dans un soutien, et d'ailleurs ils s'aliéneront probablement le Hezbollah d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que perdre la face en Orient, vous savez, c'est grave, quoi. C'est très grave. Par contre, s'ils soutiennent le Hezbollah et qu'ils rentrent dans une logique d'affrontement, alors je ne dis pas que ça va être que les Américains et les Israéliens vont gagner haut la main, parce que les Iraniens ne sont pas non plus des amateurs. Bien sûr, ça va être très difficile pour eux. Donc finalement, beaucoup de choses se reposent sur eux, sur est-ce qu'ils vont trouver une méthode intermédiaire avec des proxys. Ça fait vraiment partie des questions à se poser. Il y a beaucoup de réflexions et je dirais de mesures jusque-là de la part du gouvernement iranien qui ne veut pas aller dans le conflit parce qu'il sait que ça ne lui servira à rien. Les Israéliens le savent aussi, donc ils jouent là-dessus. On est vraiment sur une voie extrêmement étroite avec un précipice de chaque côté et pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on ne va pas verser d'un côté ou de l'autre. Espérons qu'on n'y tombe pas parce que effectivement, les répercussions seraient très fortes et d'autant plus fortes. Merci Éric Denessé, merci pour vos éclaircissements. Et si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Notre antenne vous est ouverte. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Aujourd'hui, dans sa balance, on revient sur le meurtre de Philippine, cette jeune femme assassinée à 19 ans, étudiante de Dauphine, donc assassinée par un violeur récidiviste et un OQTF. Alors, il y a eu beaucoup de réactions dans la rue. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de réagir sur ce meurtre au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler, mais ça fait aussi beaucoup réagir André Berkoff. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une violette. On te fait du mal. Je veux pas qu'on te fasse du mal. Oui. Encore une, Philippine, 19 ans.
Son corps a été retrouvé au bois de Boulogne. Un violeur qui était en récidive, effectivement, de viol, frappé d'une OQTF. Je rappelle, je ne sais pas s'il faut en ricaner, en rire, en vomir, etc. Ça s'appelle obligation de quitter le territoire français. Le mot obligation doit être rayé du dictionnaire puisqu'il ne veut plus rien dire. On le sait. Et alors, il y a eu des réactions. Il y a eu effectivement la famille extrêmement digne, la famille de Philippine. Il y a eu des manifestations de beaucoup de gens. Il y a eu des gens qui ont réagi par le silence, etc. Il y a eu des minutes de silence un peu partout en France. Et puis, il y a eu des personnes qui provoquent. Écoutez. Voilà, ça se passe à Vienne. Ça se passe à Vienne en Isère, samedi. Un rassemblement en hommage à Philippine avait été organisé par la députée Hanan Mansouri, qui est UDR. Une trentaine de personnes se sont réunies en petit comité ce samedi matin devant le palais de justice de la ville, au lendemain des obsèques de la jeune étudiante de l'université Paris-Dauphine. Sauf que l'hommage ne s'est pas déroulé comme l'entendait la députée. Un groupe d'une trentaine de personnes est venu se positionner à quelques mètres d'eux et a lancé ce que vous avez entendu, Siamo tutti antifascisti. Voilà, c'est devenu le grand slogan des militants, effectivement, d'extrême gauche. Je voudrais rappeler ce que disait le grand cinéaste, le grand écrivain Pier Paolo Pasolini, le grand cinéaste, le grand écrivain communiste. Il disait, eh bien, celui qui se proclame antifasciste aujourd'hui, c'est le vrai fasciste. C'est ce que disait Pier Paolo Pasolini. Antifasciste, c'est antifasciste de venir troubler une minute de silence en hommage à une étudiante de 19 ans, assassinée, violée, etc. Oui, non, voilà. Il y avait des gens, on l'a remercié, c'était le recueillement, etc. Et un des agitateurs présents, antifasciste, avec des grands guillemets, disait « Les racistes sont venus en Isère pour une manifestation d'instrumentalisation du féminicide de Philippine font flop. Souvenons-nous, l'extrême droite est l'ennemi des droits des femmes. » Oui, bien sûr, l'extrême droite est l'ennemi du droit des femmes, comme en Afghanistan, comme un peu partout, comme au Moyen-Orient, l'ennemi du droit des femmes, bien sûr. C'est d'ailleurs l'extrême droite, il faut dire, qui tue, qui vole, qui viole, etc. D'ailleurs, chaque jour, on ne voit que ça, effectivement, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est formidable. Et puis ces gens, alors qui sont ces gens qui, par exemple, bien écoutez, il y avait des portraits de Philippine qui ont été affichés un peu partout aussi en France en hommage, et il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent arracher ces photos. Donc Philippine, bientôt, ça va être une néo-nazie. Mais oui, vous savez, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un peu qui signe, qui a envoyé un tweet sur le nom de David Magrita. Il a 200 followers, ça m'est égal. Mais il a eu un tweet publié sous le nom de David Magrita. Écoutez ce que disait David Magrita, parce que dans leur cerveau, à 1,5 € d'un certain nombre de gens, ça correspond. Il disait ceci. Il a écrit ceci sur Twitter. Le fait qu'une petite bourgeoise catholique réactionnaire se soit faite assassiner dans le bois de Boulogne. Et il ajoute, d'ailleurs, qu'était-elle venue faire là-bas, apparaissait de nouvelles sensations, genre belle de jour, eh bien ce fait-là m'indiffère. Donc il y a des gens normalement constitués, vous les voyez, vous dites, oh c'est pas possible, c'est pas des rachitiques du bulbe complet. Non, il y a des gens qui disent, c'est une petite bourgeoise catholique, qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh ben, elle n'a pas aller au bout de Boulogne, elle n'avait pas être là à ce moment-là donné, et voilà, et donc il y a des gens comme ça, qui déchirent les portraits de Philippine. Écoutez. Pourquoi vous arrachez? C'est nul, c'est cruel, c'est bête. C'est de la propagande de quoi? Les enfants, c'est de la propagande? Dans quel monde c'est de la propagande? C'est de la propagande de quoi? Mais c'est vous qui êtes agressif. C'est vous qui êtes agressif. Non, qu'est-ce que ça vous apporte d'arracher ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Hein? Vous participez à quoi? Ça veut dire que là, le petit là,
qui est otage dans un tunnel. Ça vous arrachez pourquoi? Mais effrayant, vous avez la méchanceté dans le cœur et vous parlez d'effrayant. Vous êtes noir dans le cœur, c'est affreux, abominable. Oui, c'est assez, en tout cas, étonnant, effectivement, que ça puisse se passer comme ça. Et on se dit, mais justement, ces réactions, ces manifestations, et par exemple, dans les gens qui vont contre-manifester, eh bien, il y a aussi toutes les catégories sociales. Voilà. C'est une véritable France coupée en deux. Alors, quelle est la majorité, quelle est la minorité, je ne sais pas. Mais il y a une France coupée en deux. Certains qui, effectivement, sont indignés par ce qui s'est passé. Je ne sais pas, ça me paraît la moindre des choses. Qu'elle s'appelle Philippine ou Hanan ou autre. Ils se sont justement indignés pour Naël. Mais les mêmes qui se sont indignés, et ô combien pour Noël, eh bien pour Philippine, non, ça va pas. Écoutez. Elle est morte, on la respecte, je la respecte, elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage, pourquoi t'enlèves son visage, t'as honte? On vit vraiment ça comme en fait une invisibilisation de ce drame. On a reconnu des personnes de l'UNEF, mais pas seulement, on avait aussi des personnes de l'Union étudiante, ou du nouveau parti anticapitaliste. Ils nous ont crié facho dès qu'on a tourné le dos, et ils nous ont reproché de faire de la récupération politique et finalement d'écrire sur cette affiche la réalité qu'ils refusent de voir. La réalité, c'est que c'est une étudiante de 19 ans, jusque-là ça ne leur posait aucun problème, mais qui a été assassinée par un migrant sous OQTF, et c'est là que ça leur a posé un problème. Voilà, et que ça leur a posé un problème, voilà. Alors franchement, on peut se poser des questions, là. On peut se poser des questions. C'est, encore une fois, on l'a souvent dit ici, cette indignation à géométrie variable. C'est extraordinaire, hallucinant, 2 poids, 2 mesures. Donc, quand c'est un de souche, ou un blanc, ou un Gaëtan qui attaque, et effectivement, tout le monde s'indigne, et avec raison. Mais quand ce qu'on appelle un racisé, entre guillemets, évidemment, les racisés, c'est toujours d'un côté, c'est jamais de l'autre. Alors quand c'est un racisé, encore une fois, sous le coup d'une OQTF qui tue ou assassine ou réagit, alors là, non. Les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Un fabuleux renversement de situation que ces gens-là cultivent avec une espèce de formidable, je dirais, absence de tout, même pas scrupule. C'est que, je suis sûr que la plupart sont sincères. C'est ces filles ou celles qui arrachent. Ah oui, elles pensent qu'elles font acte de progressisme. Elles pensent qu'elles font avancer la planète. D'ailleurs, il va y avoir aujourd'hui, ce lundi, à Angers, un rassemblement pour hommage encore à Philippine. Voilà, le suspect étant le ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, etc. Eh bien, le réseau angevin antifasciste appelle à une contre-manifestation le même jour, un peu avant. Donc, que l'on soit prévenu, c'est extrêmement simple. À partir de ce moment, si vous réagissez par le fait qu'une Philippine, ou qu'un Bruno, ou qu'un Thomas à Crépol ou ailleurs soit assassiné, attention, vous êtes sur la pente du fascisme. Attention, comment vous réagissez? Et nous ferons, nous, antifascistes, de profession, bien sûr, nous ferons une contre-manifestation. Elle est morte. Mais il est mort. Il a été oui, mais ça, il a choisi le mauvais camp, vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Et quand on voit des gens de toute profession, de tout statut social, qui tellement prisonniers d'une idéologie qui les a complètement transformés en membres de la secte du temple solaire, eh bien là, voilà, ça passe crème. Ah non, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le camp du bien, vous comprenez? Dans le camp du bien, comme l'était Pol Pot, comme l'était Mao, comme l'était Xi Jinping, comme l'étaient tous les gens qui ont assassiné des centaines ou des dizaines de millions de gens au nom du progressisme, au nom de la lutte, comme des Hitler, au nom effectivement de la race supérieure. Mais ce sont les mêmes.
armes. Vous ne comprenez pas, bande d'antifascistes je ne dirais pas d'arrondissement, ce serait insulter l'arrondissement. Vous ne comprenez pas que vous donnez toutes les armes au fascisme en faisant ça, toutes les armes. Vous comprenez pas ça? Vous êtes incapable et vous pouvez ôter à un moment donné ce qui vous bouche les yeux et les oreilles et regardez, toute victime est une victime, qu'elle soit blanche, noire, jaune, bistre, etc., toute victime. Et vous, cette manière de sélectionner, cette manière de discriminer entre victimes est une chose minable, lamentable, et je le dirais, voilà pour le coup, vraiment, fasciste. Et si vous avez une réaction à cette grosse colère, on peut le dire, je crois, d'André Berkoff, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou réagir sur notre Facebook Live. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. De retour dans Berkoff dans tous ses états. Et André, nous avons un auditeur qui voulait réagir sur Philippines, sur les réactions antifascistes. C'est Philippe de Caen. Oui, Philippe, bonjour. Oui, bonjour André, j'aimerais abonder dans votre sens. Alors en fin de compte, la situation, André, on l'a, c'est avec, je dirais, le précaré de Monsieur Mélenchon. Hein. On va faire le parallèle avec ce qui s'est passé à la Sorbonne le 7 octobre, les événements, les étiquettes. Enlever tout ça, c'est parce qu'on a un problème avec une immigration, notamment qui est maghrébine mais pas que, hein, et qui pose problème. Et toute cette bande de Thénardier et toute cette milice, parce qu'en fin de compte, c'est l'inversion de l'histoire. Les gens qui se permettent d'enlever ces affiches, ce sont des miliciens. C'est la milice de Vichy. Donc c'est eux les terroristes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce problème-là. Et alors, on va aider aussi Monsieur Retailleau, là, oui, ministre de la Justice. Ouais. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau. Ministre de l'Intérieur, pardon, ministre de l'Intérieur. Oui, on va l'aider avec Monsieur Barnier. Eh bien, ça s'appelle tout simplement un référendum. On va demander l'avis au peuple français et on va faire parler les Français. Et on va voir ce qu'ils en pensent sur les EQTF. On a des outils, on nous carotte depuis des années. Il faut absolument que le peuple français prenne son courage à deux mains, se manifeste, et que nos politiques nous entendent. Mais Philippe, un référendum ? Mais comme vous y allez, mais vous êtes un sulfureux gaulois réfractaire. Mais ça fait depuis 2005 qu'il n'est pas question de faire un référendum. Vous le savez bien. Il y a un marat et un caton. Non, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est vrai. Non, mais vous vous rappelez, vous savez que c'est le 3e article de la Constitution de la 5e République. Le pouvoir, le peuple, pour le peuple, il s'applique par ses représentants et par le référendum, qui est à l'égalité avec les députés et les sénateurs. Mais qui parle de référendum ? Ok. En tout cas, je pense que s'il y a le mur des cons, il y a une chose aussi, hein, je finirai là-dessus, il faudrait aussi absolument, et là, pas par référendum, mais tous les Français le pensent, dissoudre tout simplement ce mouvement de néo-facho du syndicat de la magistrature, où vous, André, ou moi, ou d'autres, on doit y être. Et donc, moi, je leur fais un bras d'honneur, mais ça ne devrait pas exister dans une démocratie. Voilà. Écoutez, c'est un problème qui est posé. Merci Philippe, merci. En tout cas, nous suivrons tout cela. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Et une étincelle pour allumer le feu, disait Johnny Hallyday, l'immortel Johnny Hallyday. Oui, mais, allumer le feu, oui, comme on le fait un peu partout, mais pas les feux de cheminée. Pas les feux de cheminée. Le Rhône, dit BFM Lyon, interdit l'utilisation des cheminées à foyer ouvert dans une trentaine de communes. Et oui, vous savez, la cheminée, là, vous aviez, c'était très beau. Vous avez chez vous, dans vos appartements, ceux de vos parents, de vos grands-parents, etc. Vous aviez, fémé du feu dans la cheminée, on sera chez nous, etc. Toutes les chansons, et se retrouver, effectivement, le grillon du foyer, etc. Eh bien non, c'est fini. Ça émet des particules fines. Les
soi-disant ayatollahs de l'écologie sont là. Plus de feux de cheminée. Comme vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible. La France a été bâtie, tout le bâti français, c'est avec des cheminées. Mais non, vous savez, c'est fini, ça c'est ringard. Non, maintenant il faut être moderne. Écoutez d'ailleurs les explications. On sait que les foyers ouverts émettent beaucoup de particules fines, jusqu'à 50 fois plus qu'un poêle performant dernière génération. Et donc effectivement, on a un sujet sur les particules fines, puisque nous, chez Atmo, on est responsable des inventaires et on sait que c'est le secteur résidentiel qui contribue pour 2/3 à l'émission des particules fines, notamment à cause des pratiques de chauffage et de chauffage au bois. À partir d'octobre 2028, l'interdiction sera élargie au chauffage à bois peu performant et polluant, autrement dit ceux installés avant 2002. Voilà, chauffage à bois terminé. Vous savez, quand vous alliez comme ça couper les arbres, chercher des bûches pour l'hiver, vous savez, toutes ces maisons qui ont les emplantes, terminé. Si c'est pas maintenant pour le moment c'est Lyon, comme racontait BFM Lyon, mais ce sera dans toute la France. Ah non, les feux de cheminée, eh bien, vous savez ce que vous aurez ? Vous aurez des écrans plat où on mettra des images de foyers qui brûlent. Voilà, vous aurez l'image. Ce sera l'aseptisation et le sous-vide absolu. Tout le monde va être très content. Voilà, et vous irez vous chauffer en mettant vos mains sur l'écran de télévision. Et là, vous allez avoir chaud, vous allez être très bien avec ce feu de cheminée. Ah là là, c'est bien, on avance, on avance dans la crétinisation absolue. Mais vous regardez, on avance avec zèle, c'est ça qui est intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, Eric Clapton, cocaïne, bien sûr. Alors là aussi on avance, en avançant à Échirolles. Vous savez, la commune d'Échirolles, là, banlieue de Grenoble, près de Grenoble. Alors c'est très intéressant parce que on est vraiment dans une situation de renversement total. On disait qu'on marche sur la tête. Non, on ne marche plus. On est absolument paralysé et on essaye d'avancer. Écoutez ce qui s'est passé là. Les habitants d'un immeuble de la commune d'Échirolles, qui servait de repère pour des trafiquants de drogue, ont été sommés d'évacuer le bâtiment. Voilà, la raison évoquée est la remise en sécurité de l'immeuble. La mairie a surproposé une solution de remplacement. Donc, la commune d'Échirolles a sommé les résidents d'un immeuble d'habitation servant de point de deal d'évacuer le bâtiment la semaine dernière. Parce qu'on ne peut plus, d'ailleurs on est en train de les évacuer en ce moment, voilà. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les points de deal sont là. Les narcotrafiquants sont là, les dealers sont là. Ah, eux, on ne les touche pas. Non, on peut pas, c'est compliqué, vous comprenez, il y a des barrages, on va pas. Et puis on va s'attirer des ennuis, et puis il y a l'économie parallèle, et ça nourrit combien de familles ? 3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du trafic de drogue en France, 3 milliards d'euros, donc on peut pas éliminer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben écoutez, quand le point de deal s'est trop installé, eh ben on va évacuer les immeubles. Voilà, c'est tout, on va les évacuer. Et ça va être très bien, et tous les habitants vont être évacués, voilà. Alors, comment on présente ça ? Voilà. Le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, a expliqué que le trafic de stupéfiants dans et autour du bâtiment a fortement dégradé les conditions de sécurité de l'immeuble, qui compte environ 80 appartements, certains inoccupés. Voilà, la mairie dit ça, donc... Voilà, et puis il y a eu des épisodes de violence, des armes à feu, donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette douce France de 2024 ? On évacue les habitants, et puis on laisse les dealers bien faire. Comme ça, les dealers pourront occuper les habitations. C'est bien, tout est bien qui finit bien, voilà. C'est nous les gars de la narine, comme disait Eric Clapton. Et si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkov revient juste après le flash. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui s'arrêtent devant les agences immobilières pour regarder les petites annonces, alors qu'ils habitent même pas dans le coin. Et à ceux qui cherchent la plus chère, juste pour dire « je suis pas fan de la cuisine ». Pour l'anniversaire d'Intermarché, tentez de gagner jusqu'à 400 000 € à valoir dans le réseau d'agences immobilières Orpi pour l'achat d'un bien immobilier. Rien que ça, c'est cadeau, c'est notre anniversaire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 octobre, jeu avec obligation d'achat. Modalité et règlement complet sur intermarché.com. Sud Radio Rodez. 104.4.
Sud Radio. Récapitulons. Chez Poltrone Sofa, canapé avec relax électrique, 799 €. Canapé lit, 799 €. Canapé d'angle, 799 €. Et avec pouf coulissant, 799 €. Attention, la collection mémorable se termine samedi. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Inès et Marco ont vendu leur voiture avec une étonnante rapidité. Aussi rapide que l'arrivée du petit troisième d'ailleurs. Et de tous les frais associés. Parce que rajouter un lit dans une chambre, ça se fait. Mais rajouter une place dans la voiture, c'est plus compliqué. Heureusement, sur la centrale, ça a été rapide et gratuit. Ils ont pu estimer leur voiture et la vendre sans aucun frais en seulement quelques clics sur La Centrale. La Centrale. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît? Vous aussi, téléchargez l'appli. Pensez à covoiturer. Ça, c'est vous dans votre camionnette pour votre rendez-vous du matin. Et ça, c'est votre journée qui vient de passer à 100 à l'heure. Eh oui, vous les professionnels du bâtiment, vous n'avez pas de temps à perdre. Alors chez Leroy Merlin, on vous en fait gagner. Avec le retrait de vos marchandises en 2 heures, même à la cour des matériaux, en commandant par téléphone ou sur notre site. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Voir les avantages sur leroymerlin.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elle est à 1,49 €. Quoi? La botte d'1 kilo de poireaux? Eh oui patron, en ce moment chez Lidl, la botte d'1 kilo de poireaux est bien à 1,49 €. Et origine France, hein. Moins d'1,50 € la botte d'1 kilo de poireaux. Bon, c'est sûr, ça va botter leurs clients. Oh, ils sont vraiment trop forts. De vrais Hercule sur les poireaux. Et nous, on peut toujours poireauter pour faire comme Lidl, hein. C'est mal. Oh bah mince. Payez vos courses dès maintenant en carte titre restaurant Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Pour être en bonne santé, les adolescents doivent faire suffisamment d'activité physique. Bah, mon fils, il fait de l'EPS à l'école. Au moins 1 heure par jour, dont des activités intenses. Ah, bah, il va à la boulangerie en vélo. Et elle est loin, cette boulangerie? 3 minutes. On pense souvent que les ados bougent assez. Pourtant, ils sont nombreux à bouger moins d'1 heure par jour. Bon, chérie, maintenant, t'iras à l'école en vélo. Mais c'est au moins 15 minutes. Bah, justement. Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager, c'est important. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention et de Santé publique France. Vous êtes bien sur Sud Radio et dans quelques secondes, il sera exactement 13h. Parlons vrai. Et c'est l'heure du flash présenté par Elsa Ruot. Bonjour. C'est un procès qui pourrait impacter l'avenir du RN et de tout le monde politique français. Le tribunal judiciaire de Paris va juger pendant les 2 prochains mois le système mis en place par le Front National, devenu Rassemblement National, pour se financer avec des fonds européens. C'est le début cet après-midi du procès des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Le préjudice s'est estimé à près de 7 millions d'euros. Une vingtaine d'assistants et de cadres sont jugés, dont Marine Le Pen, qui était eurodéputée à l'époque. Justice encore avec la 5e semaine du procès des viols de Mazan, qui a débuté devant la cour criminelle du Vaucluse. Et aujourd'hui, le principal accusé, Dominique Pellicot, est absent. Le président indique qu'il doit subir une intervention médicale et qu'il est dispensé pour la journée. L'audience, elle, se poursuit. La cour se penche cette semaine sur le profil de 7 des accusés qui se sont rendus chez les Pellicot pour violer Gisèle alors qu'elle avait été droguée par son mari. Au Liban, après la mort du chef du Hezbollah ce week-end, le numéro 2 du parti islamiste a pris la parole ce matin. Il assure que le mouvement choisira un successeur à la première occasion et il indique aussi que son pays est prêt à faire face à une offensive terrestre israélienne. De son côté, Israël confirme avoir éliminé dans la nuit le chef du Hamas au Liban. La planète foot secouée par cette retraite surprise, celle d'Antoine Griezmann. Le chouchou des supporters français met fin à sa carrière internationale après 137 matchs sous le maillot bleu et 44 buts. L'attaquant de l'Atlético Madrid a dit qu'il est temps de tourner une page. Son dernier match avec l'équipe de France, c'était donc le 9 septembre dernier. Il était entré à la fin de la rencontre face à la Belgique en Ligue des Nations. Les Bleus qui rejoueront 2 matchs dans cette compétition en octobre. Didier Deschamps doit dévoiler sa liste ce jeudi. Le sélectionneur qui salue, lui, un monument du foot français. Enfin, en futsal, la France continue de rêver toujours plus haut à la Coupe du Monde. Pour leur première participation, les Bleus disputent leur quart de finale face au Paraguay cet après-midi. Coup d'envoi 14h30. Et voilà pour l'info. Bon début d'après-midi. Merci Elsa, on vous retrouve dans 1 heure. La météo Sud Radio. Et c'est l'heure du bulletin météo avec Rémi André. Bonjour Rémi André.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette journée reste marquée par le vent près de la Manche avec des rafales qui peuvent encore atteindre les 90 km/h. Du vent également depuis la Bretagne jusque vers la Vendée sur le littoral atlantique. À l'intérieur des terres, ce vent est assez soutenu également jusqu'à 50 ou 60 km/h. Au niveau du ciel, eh bien, il est plutôt nuageux sur les 2 tiers nord du pays avec quelques éclaircies mais aussi quelques averses, des averses un petit peu plus marquées des Hauts-de-France jusque vers le Grand Est. Au niveau des températures, elles se relève un petit peu par rapport à hier, mais elle ne dépasse pas les 14 à 15 degrés près de la Manche, jusqu'à 16 ou 17 degrés à Paris, 22 degrés dans le sud-ouest à Toulouse ou 24 degrés à Marseille. Merci André, on vous retrouve dans une heure. La suite, Berkoff dans tous ses états. Aujourd'hui, André reçoit Robert Bourgi, auteur du livre « Ils savent que je sais tout, ma vie en Centrafrique ». En France-Afrique, pardon, aux éditions Max Milo. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Non, c'est bien. Le face-à-face. Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous recevoir pour ce livre. Moi, qui m'a touché, alors je rappelle, ce sont des entretiens d'abord avec Frédéric Lejal, le journaliste qui vous a suivi, avec qui vous êtes entendu pendant, je crois, près d'1 an, à peu près. Hein, c'est ça. Et un livre... Et il s'appelle « Ils savent que je sais tout ». Alors justement, je ne sais pas si vous savez tout, mais en tout cas, vous racontez beaucoup de choses dans votre livre, qui est sous-titré « Ma vie en France-Afrique » aux éditions Max Milo. Et c'est un livre que j'ai lu d'une traite, je peux vous dire, j'ai passé mon week-end à le lire, parce que ce que vous racontez, alors c'est très intéressant. Vous allez en émouvoir beaucoup, en passionner beaucoup, en indigner quelques-uns, mais vous dites les choses telles que vous les avez vécues et telles que vous les sentez et que vous avez envie de les raconter. Alors moi, ce que je voudrais, c'est on va pas faire ni de la morale pour qu'on sait bien, c'est pas bien, etc. On va faire de la mécanique, Robert Bourgi. Absolument. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse d'ailleurs, et aux éditeurs Sud Radio et à tout le monde, c'est que vous avez été au centre, vraiment depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, des relations entre la France, l'État français, les chefs d'État, les conseillers, les ministres, et effectivement, la plupart, je dirais, des chefs d'État de l'Afrique francophone. Pratiquement, je ne dis pas tous, mais enfin, avec effectivement le papa Robert Bongo, et puis et tous les autres que vous racontez, que vous citez, et puis les présidents de la République, et rôle que je vous... Si vous aviez à définir votre rôle, parce que il y a deux aspects fondamentaux, je dirais. C'est d'abord cet aspect, je sais que vous n'aimez pas l'expression, porteur de valises ou convoyeur de fonds, mais quand même, vous étiez chargé... vous le racontez à moult reprises, de convoyer des sommes d'argent de chefs d'État africains envers des chefs d'État ou de l'administration française. Et d'un autre côté, vous étiez aussi conseiller, aussi bien conseiller d'un certain nombre de chefs d'État africains que conseiller du pouvoir en France. Et vous citez des gens que vous avez très bien connus et fréquentés, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Dominique de Villepin, Claude Guéant et tous les autres. Moins Mitterrand parce que vous étiez plutôt d'un côté que d'un autre, mais quand même. Alors moi, ce que je voudrais vraiment que vous expliquiez, Robert Bourgi, parce que c'est très... Comment étaient ces relations, je dirais, des dons, des cadeaux, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent, vous dites, des millions de francs, des millions de dollars, ou appelons, l'euro n'existait pas à l'époque, mais enfin, si, après, depuis 2000, il était là. Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce que cette espèce entre c'était pourquoi, comment, parce que on voit un peu, quand vous lisez votre livre, il y a des sommes quand même considérables, et des sommes qui passent pas du tout par les canaux bancaires ou autres, qui passent par des valises, on l'amène, et puis même des djembés. Vous racontez cette histoire de djembé formidable, avec Dominique de Villepin. Alors racontez-nous, c'est quoi cette mécanique, ce que vous avez presque instauré, et on va parler de Jacques Faucard avant, mais pendant près de 40 ans. Comment ça se passe, et pourquoi? Monsieur Berkoff, je n'ai rien instauré du tout. Je me suis situé dans le prolongement, ce que gamin, j'avais vu faire par mon père. Vous savez, l'enfant voit tout, entend tout, et retient tout. Je voyais monsieur Faucard à la maison, et au fur et à mesure des années,
Jacques Foccart. Jacques Foccart. Rappelons. Oui, Jacques Foccart. Ouais. Tout cela a commencé en 47, 48. D'accord. L'année où mon père a rencontré Jacques Foccart. Et vous étiez enfant à l'époque. J'étais gamin. 2 ans, oui. Et dans les années 50, je voyais cet homme venir souvent à la maison et papa le rencontrait souvent. Papa ne parlait pas le français. Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur Berkoff. La plupart des Libanais parlent un sabir plutôt que le français. Le franc-mané. Voilà. Et mon frère Albert, qui est mon aîné de 3 ans et demi, et moi-même, nous accompagnons mon père. Et c'est là que quelque chose s'est passé entre monsieur Foccart et nous, les gamins. Et nous voyions ce qui se disait, ce qui se faisait. Et donc on savait qu'il y avait une question d'argent. Et je rappelle que monsieur Foccart était le monsieur Afrique du général de Gaulle. Du général de Gaulle. Oui. Et à chaque fois que monsieur Foccart passait par Dakar, papa réunissait les Libanais à la maison. C'était le chef de la communauté libanaise. Vous viviez à Dakar, au Sénégal. Absolument. Et vous savez ce que c'est que le chef d'une communauté libanaise. Ils étaient plusieurs milliers et les gros donateurs se réunissaient à la maison et on voyait, on entendait 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA de l'époque. Et le franc CFA valait double. Valait le double du franc français. Valait le double du franc. Du franc français. Jusqu'en 1993. Et un jour, papa nous dit, accompagnez-moi à l'hôtel de la Croix du Sud. La Croix du Sud, c'était le plus bel hôtel de Dakar. Nous sommes en 55. 54, 55. Et on accompagne papa à l'hôtel de la Croix du Sud parce qu'il fallait quelqu'un pour parler, comprendre. Et c'est là que je vois monsieur Foccart qui attendait papa. Et il dit, monsieur Bourgi, je vous conduis à monsieur Pompidou. Pompidou. Et j'entends directeur de cabinet du général et directeur de chez Rothschild. Il rentrait de moi. Je dis bien monsieur Pompidou. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois ce monsieur Pompidou. L'image est devant moi. Et on a salué monsieur Pompidou. On est sorti. Pendant l'entretien, on est sorti. C'est pour cela, je rappelle aux lecteurs, que lorsque M. Foccart fait ses mémoires, lorsque M. Pompidou est devenu président de la République française, et au retour de ses tournées en Afrique, M. Foccart rendait compte au président de la République. Et lors de ses multiples entretiens, quand il parle de mon père, il dit « j'ai vu Bourgi ». C'est que le monsieur qui entend la parole, c'est qui est monsieur Bourgi. Voilà. Et là, j'ai vu ce que c'était que monnayer une action politique. Alors c'est très intéressant. Juste un mot, je voudrais, parce que vous vous rappelez, même si vous étiez enfant, il s'agissait de faire des dons à l'époque de votre père, dans rassemblant la communauté. Pour qui et pourquoi? Pour soutenir qui et quoi? C'était quoi ces dons? L'action du général de Gaulle, patron du RPF, qui traversait son désert entre 1946 et 1958, et papa amassait une somme considérable d'argent parce qu'il n'était pas simplement le monsieur Liban au Sénégal. Sa voix était écoutée dans les colonies d'Afrique occidentale. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, M. Foccart passait, il faisait la tournée dans les colonies d'Afrique de l'Ouest. Et il rendait compte à papa, voilà les personnes que j'ai rencontrées. Il lui racontait aussi tout ce qu'il avait fait en Afrique. Et papa, c'était le tam-tam arabe. Papa faisait comprendre qu'il fallait faire parvenir à Dakar, capitale de la OUEF, comme vous le savez, monsieur Berkoff, quantité considérable. Et l'argent, à l'époque, c'était il n'y avait pas de Tracfin ou autre. Bon, l'argent partait par les voies que je ne connaissais pas. Il n'y avait que l'avion. Bon. Mais seulement que les gens se posent la question. À quoi servait tout cet argent? Ben oui, c'est une question qu'on se pose. Ce ne sont pas les militants du RPF en France, qui étaient plus ou moins en déclin à cette époque-là, qui alimentaient les caisses du parti politique du général. Et que les gens se posent la question. C'est la première fois que quelqu'un, à travers moi, pose la question
aux lecteurs et aux auditeurs. Le général de Gaulle a acquis dans les années 50, alors qu'il n'avait aucune fonction. Aucune fonction. Il avait renoncé, rappelez-vous, à sa retraite de général de brigade et autres. Comment est-ce que le RPF a pu se permettre d'acquérir un immeuble 5 rue de Solferino? 5 rue de Solferino. Il n'y avait pas de militants et il n'y avait rien. C'est vraiment l'argent de l'Afrique, enfin des... Mais bien sûr, Monsieur Berkoff, bien sûr, Monsieur Berkoff. Quand vous lisez les lettres de condoléances que j'ai reçues à la mort de mon pauvre père, Détier de Bois-Lambert, grand chancelier de l'Ordre de la Libération, qui faisait partie de l'expédition de Dakar en septembre 40, les lettres que j'ai reçues de l'amiral de Gaulle, de Philippe de Gaulle, les lettres que j'ai reçues de Jacques Foccart, toutes ces lettres, et tant d'autres, disent l'ami du général de Gaulle. Et papa a énormément œuvré pour que le parti RPF puisse exister et vivre. Et à ce moment-là, dans les années 50, s'était créée une société qui s'appelait l'île Saint-Germain. Il y avait Pompidou, Foccart, Hildebrandt, qui était patron des peintures Valentine, Bizot, qui était le patron de la BNP, quelques fidèles du général, dont M. Pompidou, trésorier, directeur de la banque Rothschild. Et papa avait sa carte de militant du RPF, alors que le RPF était mort, il n'existait plus grand-chose. Donc, si je comprends bien, Robert Bourgi, vous avez suivi de ce point de vue les traces de votre père. Mais vous, c'était pour le RPR. Absolument, pour le RPR. Le début, ça a commencé. Le premier contact avec Jacques Chirac, c'est une lettre que je lui avais adressée à la demande de M. Foccart en 1976 et à laquelle M. Chirac avait répondu. Ça paraît dans les annexes de mon ouvrage. Foccart m'avait dit, faites une lettre à M. Chirac, qui a quitté M. Giscard d'Estaing. Qui était maire de Paris. Voilà, qui était maire de Paris. Non, il n'était pas encore maire de Paris. Ah non, il n'est pas en encore 76. Oui, c'est vrai. Faites-lui une lettre, château de Bitty, en Corrèze. J'avais fait une lettre comme un petit écolier. Et un jour, M. Foccart me dit, vous avez rendez-vous avec M. Chirac. Place du Palais Bourbon. M. Chirac, en 76, avait un petit bureau, place du Palais Bourbon. Voilà que j'accompagne M. Chirac. Monsieur Foccart, place du Palais Bourbon. J'attends au café en face, le Bourbon, Monsieur Foccart, et ensuite on vient me chercher et je vois Monsieur Chirac pour la première fois. Bel homme, magnifique. C'est là qu'est né mon amour pour cet homme. Et ensuite, plus rien. Jusqu'en 1978, date à laquelle je soutiens ma thèse de docteur d'État en sciences politiques portant sur le sujet le général de Gaulle et l'Afrique noire, qui a été primé, couronné, envoyé à la Bibliothèque nationale, et je rencontre M. Chirac à la mairie de Paris. La première fois, mais longuement. Et j'avais 15 minutes, m'a dit M. Niquet, directeur de la communication. 2 heures. Vous le racontez dans votre livre. On s'est embarqué dans une discussion sur l'Afrique et je voyais ce bel homme, maire de Paris, ancien Premier ministre, patron du RPR. Il était fasciné, oui, fasciné par ce que je racontais. Alors, il me dit, vous savez, Bourgi, je pars à Brazzaville pour le centenaire de Brazzaville, vous allez m'accompagner. Et là, je lui dis, mais monsieur le maire, je suis professeur à la faculté de droit d'Abidjan, comment vais-je faire? Il me dit, je m'en charge, j'appelle Houphouët-Boigny et vous allez venir. Et j'ai retrouvé Jacques Chirac à Brazzaville. Dans l'avion. On va raconter tout cela après une petite pause. Robert Bourgi, ils savent que je sais tout. Et effectivement, il sait beaucoup de choses. À tout de suite. Le face-à-face d'André Berkoff revient tout de suite. Et si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et comment ne pas être dans tous ces états quand je lis la première page du livre de Robert Bourgi, écrit avec Frédéric, le journaliste Frédéric Lejal. Écoutez, ça vaut son pesant. Ça se passe en janvier 1988. Je le lis parce que c'est typique de tout. Libreville, présidence de la République gabonaise, donc palais du bord de mer au Gabon, janvier 1988. Je rappelle que nous étions en pleine année électorale, élection du président de la République, second ou pas septennat de Mitterrand, qui était face à votre ami Jacques Chirac, Robert Bourgi. Alors voici ce que vous écrivez. Je l'ai rencontré Roland Dumas. Je rappelle Roland Dumas, qui a été ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, extrêmement proche de Mitterrand, qui lui, effectivement, réseautait pour Mitterrand. Je l'ai rencontré Roland Dumas qu'une seule fois à l'occasion de la campagne pour la présidentielle de 1988 en France. Nous nous sommes croisés dans l'antichambre du bureau d'Omar Bongo, à l'époque très grand président du Gabon. Chirac m'avait envoyé pour lui rappeler qu'une campagne coûtait cher, a fortiori celle d'une présidentielle. J'entendais d'être reçu en discutant avec l'aide de camp lorsque l'ami et l'homme des missions secrètes de François Mitterrand, futur président du Conseil constitutionnel français, donc Roland Dumas, est arrivé. Bonjour Bourgi, comment allez-vous? Je crois que nous venons pour la même chose. La lumière rouge s'est allumée. Respectueusement, je l'ai fait passer avant moi. Il s'est engouffré dans le bureau au grand désarroi de l'aide de camp qui m'a toisé en me faisant comprendre que j'avais eu tort. Roland Dumas est sorti un peu plus lourd qu'en rentrant, le poids de la valise. Ça, c'est mon commentaire. Puis a fait ce commentaire à goguenard. Ne vous inquiétez pas, Bourgi, je vous en ai laissé. Une fois dans le bureau d'Omar Bongo, j'ai reçu une sacrée avoinée. Mais idiot! Mais pourquoi t'es pas rentré le premier? Papa, je ne pouvais pas, il faut quand même respecter le protocole. Mais t'es qu'un couillon! Il fallait rentrer avant lui. Du coup, la part destinée à Jacques, c'est lui qui l'a prise. Maintenant, ce que je vais donner à Chirac est diminué de moitié. Pardonnez-moi, papa, mais pouvez-vous avertir monsieur Chirac? C'est fabuleux. Dans un film, on ne pourrait pas le faire, ça, Robert Bourgi. Et il l'a appelé, Omar Bongo, à Chirac, pour lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il lui suffirait de me faire revenir à Libreville dans la même semaine. Et là, il va retrouver son équilibre financier. C'est fabuleux, quand même, c'est fabuleux. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire, en disant, voilà, bon, écoutez, la politique, on a besoin d'argent, donc on compte sur vous. Absolument. C'est ça. Ouais. Absolument. J'étais conseiller politique du ministre de la Coopération à l'époque, mon seul poste officiel, 2 ans et demi, la première cohabitation. Monsieur Chirac me fait venir à la mairie de Paris, il était resté maire de Paris, comme vous le savez, monsieur Berkoff. C'est le soir, sa bière, il m'en propose une, je lui dis, mais monsieur le maire, je vous ai toujours dit, jamais appelé monsieur le Premier ministre. Monsieur, j'aime pas la bière, j'aime pas la bière. Il me dit, écoutez, vous contentez de ça. Il n'a pas de whisky, un peu de bon vin? Non, mais, vous savez que j'aime le whisky, mais lui, non. Et il me dit, voilà, il va falloir aller voir le président Bongo, vous savez... j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de financement, la campagne coûte cher, nous sommes en face du président et tout. Et bon, il n'y a pas de problème. Et voilà que je pars à Libreville, précédé du coup de fil du président, de M. Chirac au président Bongo. Bongo me fait venir, d'abord, il me reçoit et tout, comment ça se passe, quels sont les pronostics, comment vois-tu les choses et tout. Bon, viens me voir demain soir. D'accord. Le lendemain, l'aide de camp, je cite même son nom, le capitaine Simba, que les Gabonais sachent qui est venu me chercher. Il me dit, voilà, papa t'attend. On est allé. Je m'installe dans la salle d'attente. Et il me dit, ça va, toi? Je lui dis, ça va. Il me dit, ça va. Près du micro. Pour monsieur Chirac, ça va? Je lui dis, oui. On va voir comment ça va se passer. Et à ce moment-là... arrive Roland Dumas, c'est ça? La porte s'ouvre et je vois entrer Roland Dumas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et je me lève. D'abord, la courtoisie que nous connaissons. Je me lève. Mes respects, monsieur le ministre. Il me dit, ah, Bourgi, je crois que nous venons pour la même chose. Je n'ai rien dit, je n'ai pas répondu, moi. Et il s'installe. Et à ce moment-là, j'ai écrit la lampe rouge. Le vert s'est allumé, la lampe verte. Ah oui, donc et Simba, le capitaine Simba me dit, c'est à toi, c'est à vous, monsieur Bourgi. Je dis, Simba, pardon.
Monsieur Dumas doit passer avant moi. Elle me dit, ah non, le président dit que c'était toi. Je dis non. Et pourquoi? Pourquoi vous avez eu cette réaction? Franchement. C'est Roland Dumas. Que suis-je à côté de Roland Dumas? C'est Roland Dumas. Non, je suis pas d'accord, monsieur Berkoff. Déjà, j'étais perturbé par sa présence. Il était là, j'ai dit, mais comment vais-je m'en sortir? Enfin, il est rentré. Ouais. Et Simba me dit, comme ça, ça va être chaud pour toi après. Au bout d'une demi-heure, la porte s'ouvre, Roland Dumas sort, plus lourd qu'il n'y était entré. Il avait quoi, franchement? Une valise, c'est quoi? Il avait un sac. Un sac, d'accord. Il avait un gros sac. Et il y avait un autre militaire qui l'attendait dehors, et j'ai reconnu le capitaine Anchama. Il s'appelait Anchama. C'était les deux aides de camp du président à l'époque. De Bongo, de Omar Bongo. Du président Bongo, oui. Et je rentre. Oh là là. Et il vous a... J'ai passé, mais vraiment, une minute très difficile. Imbécile, couillon, truc, Bon, enfin, il s'est calmé. Je lui dis, il me dit, voilà, j'avais préparé, comme ça, regardez. J'avais préparé, regarde, maintenant il reste pas grand-chose. Je lui dis, papa, s'il vous plaît, appelez M. Chirac. Et il a appelé M. Chirac devant moi. Il dit, bon, mon fiston, il faut que tu me le renvoies la semaine prochaine. On va arranger ça. Voilà. Mais la semaine, je suis arrivé. L'aide de camp. L'émissaire arrive à Paris, me contacte, vient me chercher avec la voiture. On va à la mairie de Paris, tard le soir, parce qu'il quittait Matignon vers 20h30, 21h, tard le soir. Le messager remettait au président, à M. Chirac, le cadeau. Et ensuite, il s'en allait, il m'attendait. Et on débriefait, quoi. Il me dit, alors, comment ça s'est passé avec... Comment il peut vous réunir avec M. Dumas? Je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé avec lui. Et Chirac, de me dire ce que je n'ai pas écrit, parce qu'il faut bien un tome 2, il me dit, Omar est un malin, Robert. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, il joue sur 2 tableaux. Oui. Il me dit, vous ne le connaissez pas, Omar. Je l'ai connu du temps de M. Pompidou. Il joue sur 2 tableaux. Il faut que Roland Dumas sache qu'il aide Jacques Chirac. Il faut que vous, Robert, sachiez qu'il aide aussi le président Mitterrand. Et le pauvre bourricot que je suis, que voulez-vous? Mais alors la chose intéressante, parce que vous en parlez beaucoup, Robert Bourgi, dans le nombre de livres, c'est intéressant parce que votre côté oriental aussi joue un rôle très important. Vous dites, ok, il y a les relations diplomatiques, mais il y a les relations informelles. Vous jouiez dans l'informel, le personnel, et c'est très intéressant que chaque fois vous parlez de conseiller. Vous dites, attention, n'oubliez pas l'anniversaire du fils, ou le mariage de la fille, ou etc., les liens familiaux, les liens... Absolument. Et appelez-les tous les jours, enfin, appelez un certain nombre de tous les jours. Absolument. C'est très intéressant ce que vous parlez. Mais pour revenir à ces valises et autres. En fait, vraiment, vous le dites, et d'ailleurs, Frédéric Lejal vous pose souvent la question, vous n'aviez vraiment aucune idée des sommes qui étaient, parce que vous saviez à peu près, vous le citez, vous dites, oh, c'était jamais moins de 3 millions, ou de 1 million, etc. Mais vous n'aviez aucune idée des sommes précises que vous convoyez. À chaque fois, franchement, que le président Sassou Nguesso, le président Bongo, ou autre chef d'État, me chargeait d'accompagner un émissaire, je savais exactement quelle était la somme qu'il y avait dedans. D'accord. Ça, vous saviez ça, Ah oui. Normal. Je savais exactement quelle somme il y avait. Pourquoi? Parce qu'un jour, le président Jacques Chirac pose la question suivante à Bongo. Il lui dit, tu m'as envoyé un ambassadeur, Omar. Comment se fait-il que l'ambassadeur qui m'a remis la mallette ne puisse pas me donner le code pour que je puisse ouvrir? Il lui dit, Jacques, mais pour qui me prends-tu? Moi, je ne fais pas confiance. Seule Pascaline, ma fille, mon totem, et Robert connaissent le code qui est le mien. De la valise. 3 x 5. Et un jour, M. Berkoff,
une scène que je n'oublierai jamais. Tant que Dieu me prêtera vie, l'émissaire arrive, remet à M. Chirac la belle mallette en croco noir, et M. Chirac arrive, on était dans le bureau de Villepin, M. Chirac arrive. Qui était secrétaire général à l'époque. De l'Élysée. De l'Élysée, oui. C'est là que ça se passait. Ouais, C'était à le l'Élysée. réceptacle, là. Ouais. Et Chirac arrive, monsieur l'ambassadeur, mes respects, monsieur le président et tout. Monsieur Chirac s'assoit en face. J'avais l'ambassadeur ici, moi j'étais là, et Dominique de Villepin là. Et il dit, voilà, monsieur le président, monsieur le président Bongo m'a chargé de vous faire tenir ce message pour soutenir votre action politique à la veille de l'élection de 2002. 2002, oui. 2002. Comme nous savons que les fonds secrets ont été gelés par monsieur Jospin, rappelez-vous, monsieur Berkoff, et voilà. Monsieur Chirac se penche, et il voit qu'elle est, vous savez, comme nos valises. Et il dit, mais comment vais-je l'ouvrir, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous avez le code? Il dit, non, monsieur le président, je n'ai pas le code. Il dit, comment vais-je l'ouvrir alors? Il dit, non, c'est Robert qui a le code. Et je vois ce bel homme qui me regarde, qui ne comprenait pas. Je lui dis, monsieur le président, j'ai le code. Et je me tourne vers Villepin. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un petit bout de papier pour que je puisse écrire le code, ouais. Et j'ai écrit sur un petit bout de papier 555, plié en 4. Je me lève respectueusement et je donne au président qui l'ouvre. Il dit, ah, là, je vais pouvoir l'ouvrir. Et il l'ouvre. Selon les habitudes, l'ambassadeur finit sa mission, il s'en va. Le débriefing entre le président, M. Villepin et moi, il me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand même, il devrait avoir le code. Je dis, monsieur le président, un jour, monsieur Bongo, le président Bongo vous a parlé de l'évaporation. Et l'évaporation du papier. Que ça passe par moi. Voilà. Et alors, justement, on va continuer à parler de tout cela juste après cette petite pause publicitaire, mais c'est très intéressant, encore une fois, parce qu'il y a à la fois cette extraordinaire mécanique qui s'est mise en place depuis longtemps, d'ailleurs qui s'est mise en place, puisque vous parlez de votre père avec Focard, c'était déjà en place avec Focard, vous avez continué cela, mais on va parler aussi de Chirac, de Sarkozy et du reste, enfin, et puis ce que vous avez fait pour faire accéder la présidente de la République à Fillon. Là, vous avez beaucoup aidé Fillon, hein, à un moment donné. Mais ça, c'est la fin. Le plus intéressant, on va aussi parler des relations, justement, de cette notion de France-Afrique. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je voudrais finir avec ça, avec vous, Robert Bourgi. Ce que vous pensez des relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui, en 2024, avec votre recul et expérience. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et avec un personnage que nous avons depuis une demi-heure, Robert Bourgi, conseiller, convoyeur, intermédiaire, et c'est absolument, et 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs, puisque tout enfant, effectivement, il suivait aussi son père. Quelque part, si je vous dis, est-ce que c'est pour vous péjoratif ou pas, que vous avez été, par exemple, Jacques Attali d'Omar Bongo? Oui. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Absolument. Pourquoi? Parce que vous dites, j'ai été le conseiller spécial d'Omar Bongo. Non mais pourquoi? Dites-le, c'est pas... Moi, Robert Bourgi, à la place privilégiée, qui était celle de M. Attali, auprès du président Mitterrand, je n'aurais jamais écrit les verbatim. D'accord. Ah ben c'est dit ça, oui. C'est-à-dire que vous ne le racontez jamais, vous ne raconteriez ce que les entretiens et tout, non. Ouais, d'accord. Et justement, alors par rapport à cela, vous dites quand même, je voudrais rester sur votre amitié. Vous savez quelque chose d'assez étonnant, Robert. On se dit d'abord, mais quand même, bon, il fait ça pour son intérêt. Mais en même temps, vous encaissez très bien, par exemple, quand vous racontez vos disputes avec Villepin.
la manière dont il vous a traité à un moment donné, ou d'autres d'ailleurs. C'est intéressant dans votre livre, parce qu'on peut se dire, mais quoi, il se laisse faire. Après, vous dites non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous dites qu'à un moment donné, on monte l'échelle, on descend l'échelle et on se retrouve. Vous avez quand même vous dites, avec Villepin, après on s'est revus et ça a été bien. Et vous parlez d'autres personnes en disant, oui, ça a été, on s'est affrontés, j'ai été maltraité par eux, mais on s'est réconciliés. Vous avez ça quand même. Absolument. Après notre brouille avec Dominique de Villepin, une fois que Nicolas Sarkozy était en charge du président de la République, président de la République, j'ai revu souvent Dominique de Villepin. Il m'a dédicacé ses ouvrages, dont un que j'ai fait figurer dans les annexes et documents à mon ami Robert, en dépit des trous d'air. Le trou d'air, il continue là, vous voyez, le cyclone continue ici. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Berkoff. J'ai dit dans les mémoires qu'il y avait 2 hommes que je plaçais au-dessus de tout dans ma vie politique, c'est Chirac et Foccart. Mais juste après, je mets Villepin et Sarkozy. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu faire en sorte de les mettre l'un avec l'autre. Parce que quel tandem formidable c'eût été pour la France. J'ai la plus grande, je le dis haut et fort, je sais que certaines oreilles ne vont pas l'accepter, j'ai la plus grande estime et la plus grande affection pour Dominique de Villepin. Parce que il y a eu des périodes dans sa vie professionnelle où j'ai découvert l'homme, le charnel, ayant du cœur, très profond. Mais il y en a beaucoup. Alors en politique, vous avez quand même côtoyé énormément de gens de ce côté-ci de la France et du côté de l'Afrique. Il y a comme toujours des gens formidables et des gens moins formidables et de purs salauds. Comme dans la vie, on est bien d'accord. Et justement, c'est intéressant parce que votre position à vous, ce qui est intéressant, vous n'étiez pas le pourvoyeur de la manne céleste, enfin quand je dis céleste, on m'entend, mais vous étiez l'homme qui effectivement faisait le go-between, comme on dit, entre... et ce qu'il y avait, alors vous dites à un moment donné, pour ça que c'est intéressant, on vous pose la question, Frédéric Lejal vous pose la question, mais pourquoi ces chefs d'État africains donnaient... Et vous dites, à un moment donné, ils donnaient, oui, d'accord, parce qu'ils voulaient peser, effectivement, sur la vie politique française, et c'était à l'époque très important, mais aussi parce que certains se sentaient inférieurs ou infériorisés. Vous en parlez souvent, ça. C'était le cas? Oui. Combien de fois je disais aux chefs d'État africains, je les appelais tous par leur prénom, en dehors d'Omar Bongo, tous par leur prénom. Lui, vous l'appeliez papa, on sait, oui. Un jour, il m'a dit, appelle-moi par un fils appelle le père par son prénom. Je dis, papa, je vous appellerai jamais par votre prénom. Et je ne vous tutoierai jamais, c'est mon éducation. Vous n'y pourrez rien. Enfin, peu importe. Enfin, oui. Et un jour, j'ai dit, on était réunis chez Bongo. De temps à autre, il réunissait les chefs d'État. J'étais là. Je leur dis, mais pourquoi recevez-vous toujours les ministres, les secrétaires d'État ou autres, alors que vos ministres ne sont jamais reçus par le président de la République française? Il faudrait quand même que des deux côtés, on respecte les grades, les titres. Il me dit, tu sais, Robert, mais c'est très dur. On a besoin de la tutelle de la France. On a besoin de la tutelle de la France. Ça, c'est un des côtés déplorables, tristes de la France-Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, on se dirige vers autre chose. Monsieur Berkoff, c'est le donnant-donnant. Tu apportes un, j'apporte un. Tu enlèves un, j'enlève un. Est-ce que ce n'est pas mieux que la France-Afrique, justement? Le donnant-donnant plutôt que aller on donne? Absolument. C'est pour cela qu'en septembre 2011... j'ai fait cette sortie dans le JDD. Et Le Monde, le lendemain, dit « L'homme qui fait trembler la République ».
la République française a des bases autrement plus solides pour qu'un petit Robert Bourgi puisse le faire trembler. Mais il fallait que ça s'arrête. Parce que je regardais ce qui se passait dans ces pays-là, et ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Et pourtant, ça a bien fonctionné pendant des décennies, Ça a fonctionné, mais il fallait que ça prenne fin. Et je suis heureux aujourd'hui que les choses aient tourné différemment. Alors, Robert Bourgi, encore une fois, je pose une question que vous a posée Frédéric Lejal. En aucun cas, vous avez d'ailleurs dit non, en aucun cas, vous n'avez, vous, personnellement, touché une quelconque commission sur ces sommes que vous convoyez. Monsieur Berkoff. Oui, appelez-moi Monsieur le Président, ça va très bien. Vous êtes le président de mon cœur, oui, certainement. Monsieur Berkoff, un jour, mais autant tout dire, j'arrive au grand soir de ma vie. Un jour, le président Bongo, un soir de confidence, chez lui à la Sablière, il me dit, fiston, mais tout l'argent que tu donnes, mais est-ce que Jacques, ou d'autres que je ne citerai pas, te remettent quelque chose? Je lui dis, papa, jamais je n'accepterai quelques centimes que ce soit de ces gens-là. Parce que je veux garder ma liberté de langage. Et vous avez assisté très souvent à mon langage devant M. Chirac, devant Villepin ou autre. Papa, il vous donne un centime, vous êtes ligoté. J'ai toujours voulu être indépendant financièrement. Je faisais le métier de lobbyeur, j'étais bien payé, 1000 fois moins payé que certains cabinets de relations publiques français, que vous connaissez, M. Berkoff. Ou américains, voilà. Et vous étiez payé donc par les chefs d'État africains. Absolument. Clair. Papa, jamais par les... Je n'ai jamais touché un sou de la République française. J'ai fait toute cette expédition pour aller libérer notre jeune compatriote des géoles iraniennes du temps d'Ahmadinejad, aller à Beyrouth, prendre les avions en première classe, aller à Damas, aller à Téhéran, revenir et tout. Je n'ai jamais demandé un sou. Enfin, vous étiez bien au contraire. Mais alors, j'ai eu cette légion d'honneur que Nicolas Sarkozy m'a accroché, et le président Macron, quand au moment de l'affaire Fillon, m'a suspendu de la Légion d'honneur 5 ans. Voyez. On va en guise de remerciement. On va parler de tout cela encore avec Robert Bourgi et son livre vraiment passionnant. Ils savent que je sais tout, à tout de suite. Et si vous voulez réagir sur notre antenne, appelez au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite. Robert Bourgi, vous dites à un moment donné dans votre livre, et vous dites ceci: je travaillais toujours en solo, c'était ma ligne de conduite. Je n'ai jamais dévié. Secret de 2, secret de toujours, secret de 3, secret de tous, me répétait tout le temps Jacques Faucard, j'en ai fait ma maxime. Donc, ce que vous racontez ici, vous dites, on pouvait sortir tout ce que vous racontez, et c'est énorme, du sceau et du domaine du secret. Et pourquoi? Ça m'intéresse de savoir pourquoi aujourd'hui vous avez envie, parce que vous ne donnez pas de secret d'État, il n'y a rien qui va effectivement provoquer une révolution, enfin je ne pense pas, mais quand même vous racontez énormément de choses, d'ailleurs très intéressantes, et vous auriez pu dire, oui, écoutez, moi voilà, j'ai vécu cette vie formidable avec effectivement un certain nombre de gens passionnants, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que j'estime que j'avais à faire. Et pourquoi vous écrivez ce livre? Quelque temps avant qu'il ne disparaissent, au début de l'année 2009. Le président Bongo, qui souffrait personnellement de la maladie de sa femme, qui est partie en mars 2009, lui part en juin 2009, m'avait fait venir à Libreville. J'ai trouvé un président Bongo là, fatigué, triste. Et je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu sais que je suis malade, fiston. Je lui dis, papa, j'espère que vous nous enterrerez tous. Il me dit, fiston, c'est très dur pour ton papa. Maman est fatiguée, maman Edith, sa femme. Oui. Il me dit,
Tu as vu que depuis 2 ans en France, je n'ai pas le même accueil. Les gens se détournent plus ou moins de moi. Je n'arrive plus à voir Jacques au téléphone. On me dit à chaque fois qu'il est malade et autres. Je sens que les choses sont différentes à mon endroit. Je dis, papa, c'est pas grave, il y a bientôt les élections. En 2007, il y aura d'autres élections, d'autres hommes. Et vous serez là. C'était 2009, là, quand vous voulez. 2009. En 2012, il y a d'autres élections et tout. Enfin, oui. Non, ce qu'il me dit, c'est 2009. D'accord. Et je le regarde et il me dit, je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire. Tu sais tout ce que j'ai fait pour les hommes politiques français depuis 40 ans, depuis Pompidou. Un jour, tu vas le sortir, tu vas tout raconter. Voilà pourquoi, Monsieur Berkoff, j'ai tout dévoilé. Alors justement, c'est très intéressant parce que ça va très loin. Il y a cet épisode formidable que vous racontez d'ailleurs, où Omar Bongo donne, je crois que c'était à Chirac, la liste de son prochain gouvernement. Absolument. Racontez-nous parce que c'est formidable. Il dit, attendez, mon cher Jacques, je vais te dire qui tu dois prendre comme ministre pour la France. C'était à un moment donné où on parlait d'un nouveau gouvernement en France. Le président Bongo arrive à Paris, me fait venir à l'hôtel Meurice. Il me dit, je viens de parler à Jacques. Je lui dis, alors, papa? Il me dit qu'il fallait que je reçoive les hommes qui vont être les hommes de l'avenir. Mmh. Il m'a donné des noms et tout et tout. Je vais faire une proposition à Jacques, comme il dit, et on va écrire. Je dis, il n'y a pas de problème, papa. Il se lève, il va chercher son papier à lettres, que vous avez vu. Il me dit, on va écrire. Et c'est là qu'il a dit, Premier ministre Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et dans ce gouvernement, d'ailleurs, il y avait Michel Barnier dans le gouvernement. Et il me dit, voilà, tu vas porter la lettre à l'Élysée. Il lui donnait ça à titre de conseil, c'est ça? Voilà, de conseil. Moi, je pense que ce serait bien. Mais il connaissait tellement la politique française, c'est ça qui est extraordinaire. C'est lui. Ce chef d'État africain qui connaissait la politique française comme sa poche, quoi. Absolument. Et il connaissait toutes les personnes de chaque formation politique. Toutes. Mais il avait des préférés. Ouais. Les préférés, c'était Dumas et Chirac. Là, ça sortait pas de là. Ouais. Et voilà le Bourgi qui fait déposer au secrétaire particulier du président la lettre du président Bongo. Et je retourne à l'hôtel Meurice. Il me dit, j'ai eu Jacques. Il a déjà lu la lettre. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit qu'il fallait que je reçoive plusieurs ministres. Plusieurs futurs ministres. Je lui dis, ah bon? Il me dit, mais j'ai écrit. Alors là, il y avait 7 ou 8 ministres, même 9. Il me dit, je vais les recevoir. Je lui dis, papa, vous n'allez pas recevoir l'un après l'autre comme ça. Ouais. Il me dit, non, je vais les grouper. Je fais une conférence. Et voilà le président Bongo reçoit dans sa suite de l'hôtel Meurice tous les futurs ministres. Il les a tous reçus. Alors, Fillon, Copé, Bédier et tant d'autres. Et moi, j'étais assis, je tenais, vous savez, le stylo. Ouais. Et j'écoutais. Le scribe. Les gens se reconnaîtront, ceux qui étaient dans cette suite. S'ils m'entendent, ils se reconnaîtront. Et il me dit, maintenant, on va faire une autre lettre. Tu donneras tes impressions pour donner les impressions à Chirac. Voilà. Et surtout ceux qu'il a reçus, 7 ont été promus. Vous voulez dire 7 parmi qu'il avait conseillé? Parmi les 10 qu'il a reçus, 7 ont été promus. Oui. Dont Pierre Bédier. Mais est-ce que Chirac avait suivi la liste ou un peu la liste? Absolument. Il avait la liste donnée par Bongo. Oui, absolument. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que vous parlez d'une période qui effectivement... Je peux vous interrompre, oui, bien sûr. M. Berkoff? Bien sûr. 2 chefs d'État pouvaient se le permettre. Un, c'était Houphouët-Boigny, bien avant, et Bongo. Les 2 qui pouvaient se permettre d'envoyer oui, mais c'est... Et juste un mot, parce qu'on va finir. Est-ce que ce genre de relation
c'est terminé aujourd'hui entre la France et l'Afrique. Monsieur Berkoff, il m'est difficile d'y répondre, puisque depuis 2012 et le départ de Nicolas Sarkozy, je n'ai été associé en rien à ce qui touche à la politique africaine. Depuis 2012 ? Depuis 2012, si ce n'est que je garde ce capital inestimable, c'est-à-dire les relations que j'ai avec tous les Africains depuis Nouakchott jusqu'à Kinshasa. Voilà, la France-Afrique, c'était ça, c'est ça, les bons et les mauvais côtés. On en a parlé longuement avec Robert Bourgi. Merci. C'est un témoignage qui vraiment vaut, parce qu'il montre un peu ce qui se passe en coulisses qu'on ne connaît pas, et montre aussi les témoignages humains, tout aussi intéressants. C'est chez Max Milo. Voilà, c'est paru la semaine dernière, c'est bien ça. Absolument.